Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Université Grenoble-Alpes pour ce colloque du GRDF consacré à la simplification et à la modernisation du droit de la famille. Le doyen David Nechto, ne pouvant être parmi nous aujourd'hui, vous prie de l'excuser de cette absence et m'a chargé de le représenter. Je tiens immédiatement à préciser que son absence n'est pas due à la météo, ce n'est pas dû non plus à la fermeture prochaine des stations de ski. J'espère que ça lui sera rapporté. Je remercie tout d'abord Madame Ingrid Maria pour l'organisation scientifique de ce colloque qui témoigne de la vitalité du GRDF et des liens que ce groupe entretient avec les professionnels du droit. Je tiens à ce titre à remercier tout particulièrement le barreau de Grenoble ainsi que la Chambre des notaires de l'Isère pour leur investissement dans cet événement et l'attachement qu'ils témoignent au quotidien à notre institution. Je remercie encore tous les participants et les intervenants de ce colloque, sans qui évidemment un tel événement n'aurait pas de sens et ne pourrait avoir lieu. Je tiens enfin à remercier le CRJ pour l'organisation matérielle de cet événement et de ces journées de travail, ainsi que ses co-directeurs, le professeur Michel Farge, ici présent, et le professeur Cada. Et je vais sans plus attendre céder la parole au professeur Farge. Je vous souhaite donc à toutes et à tous d'excellents travaux. J'espère que vous parviendrez à déterminer si la simplification et la modernisation du droit de la famille constituent un mythe ou une réalité. Et je vous souhaite une excellente après-midi à tous. Monsieur le doyen de Fèvre, merci. Mesdames, messieurs les avocats, les magistrats, les notaires, mesdames, messieurs les universitaires, mesdames, messieurs les étudiants, chers tous, laissez-moi vous dire le plaisir que j'ai au nom du Centre de recherche juridique de vous accueillir à cette manifestation. Rassurez-vous, ce propos introductif ne sera pas trop long, c'est un passage obligé dans les colloques, je compare un peu ça à la publicité avant le cinéma, c'est-à-dire que c'est une période où on attend les retardataires, c'est une période où on cherche surtout si on est bien installé, si on va passer un moment agréable, on regarde si on ne s'est pas mis derrière une personne trop grande, si on a la vue sur l'écran. Mais malgré cette analogie, je ne vais pas vous faire non plus la publicité du CRJ, du centre de recherche que je représente. Le centre de recherche se porte bien, comme le montre le nombre de participants à cette manifestation. Et s'il se porte bien, c'est aussi grâce à ses responsables administratives qui doivent se cacher comme chaque fois que je les remercie. Je veux remercier Saïda, Stéphanie et Elsa, mais évidemment, elles ne sont pas là. Et alors dans un propos introductif, en général, on regarde le programme du colloque et on utilise ce programme pour dire des choses profondes, des choses pertinentes, intelligentes sur ce programme. Alors à propos de celui qui nous a été concocté par ma collègue Ingrid Maria, il y a deux observations qui viennent tout de suite à l'esprit. La première observation, c'est pour souligner, se féliciter de la communauté juridique qui existe en droit de la famille, communauté juridique qui est représentée par vous tous, communauté juridique qui a connu tous le même berceau, celui de la faculté de droit, et ensuite qui s'est un peu séparé. Pour certains, les notaires, les avocats, les juges, eh bien, leur rôle c'est de mettre en pratique les prescriptions du législateur. D'autres, comme nous, plus frileux, sont restés à l'université. On a un rôle un peu différent, parfois exposer les réformes et surtout commenter la manière dont vous les mettez en œuvre, c'est-à-dire que l'universitaire intervient toujours un peu après coup, il commente un match auquel il ne participe pas. Et ce colloque est donc l'occasion de mettre en mouvement cette synergie entre toutes nos professions, et ça, j'en suis ravi. La seconde observation, elle concerne la nature du droit de la famille. Alors, quand on regarde les différentes interventions, on se rend bien compte que le droit de la famille est en prise avec les réalités. C'est un droit qui n'intéresse pas seulement les juristes. Vous l'avez vu, nous aurons des sociologues qui vont intervenir, un économiste aussi, qui nous dira peut-être si le nouveau divorce a un coût moindre pour l'État ou un coût supérieur.
on verra ces questions avec lui. Mais surtout, le programme du colloque me semble important parce qu'il révèle une particularité du droit de la famille qui est rarement soulignée. En voyant ce programme, on se rend compte qu'il faut tordre le cou à l'idée que le droit de la famille serait uniquement un droit factuel, un droit sentimental, qu'en droit de la famille, le seul objectif serait de déterminer le meilleur intérêt de l'enfant avec des questions qui sont de savoir si l'enfant Kramer doit être confié à son père ou à sa mère dans l'affaire Kramer contre Kramer. Eh bien non, quand on regarde le programme, on se rend compte que le droit de la famille, c'est pas seulement ça, c'est aussi un droit qui est éminemment technique et les différentes séquences qui s'offrent à nous vont le démontrer. Je pense que la technicité, on va la rencontrer dès cet après-midi avec la question de l'administration légale. J'ai des souvenirs de distinction entre les actes juridiques qui me semblaient passablement mystérieuses quand j'étais étudiant. Je pense qu'elles vont pouvoir être éclairées cet après-midi. L'aspect juridique du droit de la famille, on va le retrouver aussi avec la question du divorce. La question du divorce renouvelle les sources du droit de la famille. On se demandera peut-être si un jour le divorce sera intégré dans les ouvrages de contrats spéciaux avec ce divorce conventionnel, une forme de nouveau contrat. La technicité aussi, elle sera au cœur des discussions sur la liquidation-partage, puisque, vous le savez, si l'objectif est simple, le tout en un, la désunion du couple et aussi la répartition des intérêts financiers des époux, cet objectif, il est difficile à atteindre parce que le temps de la technique juridique, le temps de la réflexion juridique est nécessairement plus long que le temps qui serait souhaité par les époux pour obtenir rapidement la clé des champs. On retrouvera aussi des discussions techniques avec une haute valeur symbolique en ce qui concerne l'habilitation familiale. Le débat, c'est toujours le même. Comment protéger les plus faibles? Est-ce qu'il faut recourir à une protection familiale ou à une protection étatique? Là, c'est une avancée de la protection familiale, mais je crois que les débats montreront que l'État ne se désintéresse pas de ces mesures. Alors, en guise de conclusion, je voudrais croiser les deux observations que j'ai faites. Avec cette question qui est la question centrale du colloque, celle de l'éventuelle simplification. On a placé cette idée de simplification sous l'auspice de l'œuvre du législateur, mais peut-être que la véritable simplification est ailleurs. Cette simplification, elle viendra de la communauté juridique que vous représentez. C'est les agents de mise en application du droit qui auront la possibilité, en collaborant, de rendre ce droit plus simple, plus accessible et efficace. Voilà, bon colloque à tous et merci encore. Voilà, Michel a tout dit, je n'ai plus rien à dire sur les propos introductifs. Est-ce que tu as analysé le programme? Non, c'est parfait. Et en plus, tu as mis la pression sur les propos qui devaient être intelligents. Mais bon, peu importe. Alors, bonjour à tous. Je suis évidemment ravie de vous accueillir pour ce colloque relatif à la simplification et à la modernisation du droit des personnes et de la famille. Le droit de la famille étant envisagé de manière englobante. Alors, je suis ravie parce que nous sommes dans de beaux locaux, parce que vous êtes nombreux dans le public, c'est très agréable. Alors, j'en profite pour les locaux, puisqu'on m'a demandé de le faire, de vous avertir qu'il vaut mieux ne pas laisser traîner des choses, de la nourriture, etc. Pour demain soir. Ça simplifiera la tâche. Merci beaucoup. Alors, c'est pas sans émotion que j'inaugure cette manifestation, parce qu'elle ne représente finalement pour moi que le deuxième colloque que j'organise. Et pour reprendre l'image d'une collègue qui m'avait dit que tu verras, organiser un colloque, c'est comme faire un bébé, c'est très lourd, etc. Je vais reprendre cette image. Eh bien, ce deuxième bébé, j'ai choisi de le faire seul et non plus à deux, comme je l'avais fait pour le précédent colloque relatif au lien familial que j'avais co-organisé avec Michel Farge il y a maintenant presque 4 ans. Le colloque, on avait fait à deux, pas le bébé. Le bébé colloque. Alors peut-être est-ce là, faire un bébé toute seule, un signe de modernisation du droit de la famille. En tout état de cause, cela est certain, il ne s'agit pas pour moi d'un signe de simplification, tant la tâche est évidemment plus compliquée seule.
Alors seule, en réalité, je ne l'ai pas été vraiment parce que j'ai pu compter sur l'appui essentiel de plusieurs personnes, tant pour l'organisation matérielle que pour l'organisation scientifique de cette manifestation. Alors d'un point de vue matériel, cela a déjà été souligné, mais je ne peux pas ne pas le faire. J'ai été évidemment soutenue de manière fort précieuse par le personnel administratif du CRJ. Donc je remercie nos trois drôles de dames qui ne sont pas dans la salle effectivement en ce moment, et je le regrette, pour le gros travail accompli. Et je tiens tout particulièrement à adresser mes remerciements à Elsa Dibkov qui entre à point nommé dans la salle, puisque sans elle, évidemment, je n'aurais pas pu organiser ces 2 jours. Elle a dépensé une énergie folle pour l'organisation de ces 2 jours, donc merci Elsa. D'un point de vue scientifique, ensuite, je tiens à remercier le professeur Murat, qui n'est pas totalement dissimulé, mais qui est dans l'angle, car si celui-ci n'apparaît pas formellement dans le comité scientifique, dans la direction scientifique de ce colloque, il a donné beaucoup de son temps pour m'aider à la mise en place, notamment des tables rondes relatives au divorce. Et il est évident que sans son expertise, je n'aurais sans doute pas pu mettre sur pied celle relative à la liquidation qui aura lieu demain matin. Donc je le remercie vivement de son soutien. Et puis, je veux remercier tous les intervenants, parce que beaucoup d'entre eux, vous le voyez peut-être en regardant le programme, ont traversé la France pour nous faire partager leur expertise. Vous pouvez le voir sur le programme, nous serons entourés pendant ces 2 jours de professionnels qui viennent des 4 coins de la France, Bordeaux, Toulouse, Le Havre, Paris, Saint-Étienne, Lyon, Aix-en-Provence, Douai, Rodez, j'ai entendu tout à l'heure. Preuve, si besoin en était, qu'à Grenoble, nous sommes accueillants. Enfin, et j'en terminerai par là pour les remerciements, je remercie bien sûr, mais cela a été fait par le représentant de notre doyen, le barreau et la chambre des notaires, mais également, et vous le voyez dans vos pochettes de participants, nos partenaires issus du monde de l'édition, grâce auxquels vous avez de belles revues dans vos pochettes de participants, donc c'est-à-dire Dalloz pour la J-Famille et LexisNexis pour la revue Droit de la famille. Alors pourquoi un colloque sur la simplification et la modernisation du droit de la famille ? Je ne vais pas dire grand-chose du mouvement de simplification et de modernisation qui envahit notre paysage juridique depuis plusieurs années. Je ne vais pas non plus davantage vous en dire sur ce qu'implique ce mouvement, puisque Stéphane Giry-Vernière a gentiment et peut-être un peu inconsciemment accepté de nous parler de cette tendance. Et je l'en remercie bien sincèrement. Alors la simplification n'était au départ, c'est-à-dire jusqu'aux années 2000, qu'un programme d'action de l'administration visant à alléger le formalisme des procédures administratives. Et depuis les années 2000, c'est devenu un objectif de toute activité normative. Alors pourquoi ce changement en 2000 ? Sans doute parce que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi a acquis valeur constitutionnelle en 1999. Cela a entraîné une multiplication notable des lois dites de clarification ou de simplification du droit, dont le contenu est, il faut quand même bien le dire, souvent en contradiction avec l'objectif affiché. La simplification a ainsi, comme la modernisation d'ailleurs, justifié la réforme de pans entiers du droit, et le droit des personnes et de la famille n'y a pas échappé, évidemment. Et c'est une loi donc, qui combine ces 2 objectifs. C'est la raison pour laquelle j'ai mis les 2 objectifs dans l'intitulé du colloque. L'un d'entre eux disparaît un peu dans le programme, j'avoue, sur la modernisation, on aura l'occasion d'en reparler. Mais cette loi qui combine ces 2 objectifs, qui a lancé le mouvement en droit des personnes et de la famille, bien sûr, vous le savez, c'est la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Alors, cette loi du 16 février 2015, elle autorise le gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à, je cite, « prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour 1. Simplifier les règles relatives à l'administration légale, 2. Aménager le droit de la protection juridique des majeurs et enfin 3. Articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. » Alors, le délai imparti par le gouvernement pour ce faire était de 8 mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi d'habilitation. Ce délai a été respecté quasiment au jour près, puisqu'une ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille a été publiée le 15 octobre 2015, avec une date d'entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2016.
Alors l'idée initiale de ce colloque, du coup, c'était de faire un bilan de l'application de cette ordonnance du 15 octobre 2015, puisque ça aurait fait un peu plus d'1 an qu'elle était entrée en application. Évidemment, il n'était pas exclu dès le début, pour en avoir parlé avec mes collègues, de parler d'un éventuel divorce sans juge. Quelques incursions prospectives étaient donc envisagées, mais on n'en était pas du tout à l'état actuel de ce qu'est notre divorce sans juge. Et c'est le législateur qui nous a un petit peu pris de court. On savait que la déjudiciarisation du divorce était dans les tuyaux depuis un moment, mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à une légalisation aussi rapide du divorce conventionnel. Et effectivement, c'est la loi du 18 novembre 2016, dite loi J21, Justice 21, qui a fait entrer dans notre droit, par son article 50, un divorce par consentement mutuel complètement déjudiciarisé. Aussi, au départ, ce qui n'était envisagé que comme pure prospective, à propos d'un divorce sans juge, est devenu une véritable question de droit positif, à envisager au même titre que les autres questions traitées dans l'ordonnance du 15 octobre 2015, à envisager donc dans ce colloque. Alors l'approche ne pouvait toutefois pas être tout à fait la même en matière de divorce qu'en matière d'administration légale, d'habilitation familiale et de liquidation du divorce. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on n'a pas le même recul sur les nouvelles règles. Quant au point traité par l'ordonnance du 15 octobre 2015, on a aujourd'hui à peu près 15 mois de recul à peu près, alors que sur notre nouveau divorce conventionnel, on en est à peine 3 mois d'existence, si bien qu'on fera certainement plus des projections sur le divorce sans juge que de véritables constatations. C'est ce qui explique peut-être aussi sans doute, mais j'aurais aimé pouvoir insérer de l'alter droit, si je puis dire, ailleurs que dans le divorce, mais ça explique sans doute que nous ayons des sociologues et un économiste qui interviendront en matière de divorce. Leur éclairage sera des plus importants à l'heure où on s'interroge, pour ne pas dire où l'on s'inquiète énormément sur les conséquences que pourra avoir cette déjudiciarisation en matière de divorce. Donc je suis très contente de compter ces personnes. Je pense que les sociologues sont dans la salle. Je n'ai pas pu les repérer et je remercie vivement d'être parmi nous aujourd'hui. Mais je rassure l'assistance qui, je le sais, attend beaucoup de cette table ronde sur le divorce sans juge. Des juristes de renom seront là aussi pour identifier les difficultés suscitées par les nouvelles règles et éventuellement pour proposer des solutions s'il y en a déjà qui se dégagent dans la pratique. Effectivement, vous pouvez le voir avec le programme, au-delà de l'analyse de l'universitaire qui nous permettra peut-être d'avoir un œil sur ce qu'ont fait nos voisins étrangers du point de vue du divorce, nous aurons un avocat, un représentant des notaires qui nous feront part de leur vision des choses sur le rôle qu'ont à tenir ces deux professions dans ce nouveau divorce. Alors, petite aparté, il ne s'agira pas de faire de la politique, car nous savons combien les tensions ont été vives entre certains représentants des deux professions, tensions qui s'expliquent certainement par les incertitudes générées par les textes pris un peu trop hâtivement. Le propos sera technique, restera technique, comme le sera par ailleurs, et Michel l'a très bien montré, le propos relatif aux 3 autres points examinés lors de ce colloque. Alors c'est vrai que l'administration légale, la liquidation du divorce et l'habilitation familiale déchaînent beaucoup moins les passions que le divorce conventionnel. Il n'en demeure pas moins que ces points sont essentiels pour tout juriste s'intéressant ou pratiquant le droit de la famille. Alors quelques mots sur ces 3 points modifiés par l'ordonnance du 15 octobre 2015. Assez rapidement, la doctrine a soulevé des difficultés à mettre en application les nouvelles règles résultant de cette ordonnance, si bien que dès le départ, on peut se dire que l'idée de simplification est largement écornée. Il paraissait toutefois difficile de s'en tenir à ces écrits qui sont souvent le reflet d'une position d'universitaire ou de quelques membres de la profession. Le dialogue entre les divers professionnels concernés semblait s'imposer, et ce d'autant plus que si on arrive à montrer ou au contraire à mettre à bas, je ne sais pas, nous verrons, si en tout cas il s'avère qu'il y a énormément de difficultés créées par ce nouveau droit applicable, il convient de faire un état des lieux, des palliatifs susceptibles d'être apportés en pratique. Et je rejoins complètement Michel sur ce point. C'est peut-être aux hommes d'application, je ne sais plus comment tu les as appelés, de simplifier le droit, voilà, et non pas aux législateurs. Et je suis effectivement de ceux qui pensent par ailleurs qu'une économie de loi ou de textes
textes légaux ne feraient pas de mal à notre pays, si bien qu'il me paraît difficile de revendiquer une modification de la loi, pas plus tôt que celle-ci a été modifiée. Mais je ne veux pas passer pour une conservatrice amoureuse de l'immobilisme du droit, puisque le droit ne saurait être attractif que s'il est de son temps, cela va de soi. Ça vaut certainement encore plus en matière de droit des personnes et de la famille, où le lien entre fait et droit n'est plus à démontrer. Toutefois, même s'il est nécessaire de faire bouger le droit, rien ne nous empêche d'examiner ce nouveau droit avec un œil critique. Alors pour ce faire, il n'est sans doute pas inutile de rappeler en quelques mots l'objectif poursuivi par le législateur sur chacun des 3 points de l'ordonnance. Alors je suis simplement allée pêcher dans le rapport qui a été fait au président de la République. Et une fois ces objectifs affichés, nous aurons pendant ces 2 jours un exposé des moyens mis en place et nous critiquerons ou pas positivement ou négativement ces moyens. Et en tout état de cause, ça nous permettra peut-être à la fin de ces 2 jours ou de cette journée et demie plutôt de dire si ces nouvelles dispositions sont plutôt une réussite ou un échec. Alors concernant l'administration légale, que nous dit le rapport au président ? Eh bien, vous le savez sans doute que le législateur a voulu mettre fin à un système stigmatisant, je reprends les termes du rapport, pour les familles monoparentales qui étaient seules soumises au contrôle systématique du juge avec l'ancienne administration légale sous contrôle judiciaire. Et la stigmatisation concernerait plus spécialement un modèle de famille monoparentale, ce serait celui dans lequel les parents étaient mariés et l'un des deux est décédé. Sachant qu'il est impossible de recenser toutes les familles monoparentales autres que celles correspondantes à ce modèle. Alors comme le précise le rapport au président, la réforme, et je cite, répond donc à la volonté d'assurer une égalité de traitement quel que soit le mode d'organisation de la famille, en mettant l'accent sur une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux. C'est un postulat dont on va beaucoup reparler. Et en réservant un principe, le contrôle du juge aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave le patrimoine du mineur. Donc le contrôle systématique du juge est supprimé au profit d'un recentrage, si je puis dire, sur les situations qui seraient les plus à risque. Situations que le juge aurait détectées alors à l'occasion de demandes ponctuelles formées notamment par la famille ou de situations qui auraient été signalées au juge par, les textes nous disent, des professionnels, enfin en tout cas le rapport au président, par des professionnels ou des membres de la famille ayant une inquiétude à cet égard. Voilà pour l'administration légale, je ne vais pas trop anticiper sur les débats qui vont venir. Quant à la liquidation du divorce, le rapport au président indique que le législateur a souhaité clarifier l'article 267 du Code civil qui fixe, je l'ai dit tout à l'heure, les pouvoirs du JAF quant à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au moment du prononcé du divorce. Alors, le rapport nous dit qu'il a été pris acte d'une séparation entre le prononcé du divorce et le partage des biens des ex-époux, mais que l'on permet davantage au juge de statuer sur l'ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des personnes qui divorcent, puisqu'il peut le faire dès lors qu'on sait qu'aucune solution amiable n'est envisageable avec le concept de désaccord subsistant si difficile à interpréter et si discuté, nous en parlerons demain matin. Donc on n'a pas écarté complètement le principe d'un règlement des conséquences patrimoniales de la séparation dès le prononcé du divorce et en même temps on ne l'a pas complètement imposé non plus, mais il serait favorisé par rapport à l'état du droit antérieur. Reste l'habilitation familiale. Alors, le rapport au président est peu prolixe sur ce point. Il nous dit simplement que le nouveau dispositif tend à permettre aux familles qui sont en mesure de pourvoir seules aux intérêts d'un majeur, d'un proche vulnérable, d'assurer cette protection en évitant le formalisme des mesures de protection judiciaire. Donc, il s'agit bien sûr de donner effet à des accords intervenus au sein de la famille, avec un postulat qui est celui de la famille qui s'entend bien, où tout se passe bien et qui est d'accord pour assurer seul la préservation des intérêts de l'un de ses membres. Alors, est-ce que les moyens mis en place par les nouveaux textes permettent d'accéder à ces finalités affichées ? Est-ce que la clarification, la simplification attendue sont atteintes ? Qu'en pensent les universitaires ? Qu'en pensent les avocats, les magistrats, les notaires ? Que pensez-vous des changements apportés par ces textes, ces nouveaux textes ?
Comment vos professions se sont adaptées à ceci? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Comment les avez-vous surmontées? Est-ce que ces règles vous paraissent satisfaisantes en l'état? Autant de questions qui trouveront, j'en suis certaine, réponse lors des échanges à venir. Je sais en tout état de cause que ces 2 journées seront riches d'enseignements. Je vous souhaite donc à toutes et tous un excellent colloque et je cède la parole sans plus tarder au professeur Géry Vernière. Merci. Merci Ingrid pour ta présentation et puis merci aussi pour ton invitation. Tu as dit que j'avais peut-être été inconsciente à voir. En tout cas, le sujet m'a donné l'occasion de me creuser la tête et je rappelle que le sujet que tu m'as proposé, c'est qu'est-ce que moderniser et simplifier le droit ? Non pas le droit de la famille uniquement, mais le droit en général. Ça tombe bien parce que finalement, déjà dans l'Assemblée, beaucoup ont donné des appréciations sur ce mouvement de modernisation et de simplification pour le droit de la famille, ce qui va me permettre peut-être d'élargir le propos, sachant aussi que j'ai bien conscience que je ne donnerai aucune réponse précise à la question que vous vous posez et que je pense que justement cette immersion d'1 jour et demi aura sûrement ce mérite. Alors, pour commencer le traitement du sujet, moderniser et simplifier le droit, ce qui m'a semblé important, c'est de souligner que ce sont des expressions qu'on trouve en général dans les titres des lois. Alors, ces fameux titres des lois qui sont assez peu souvent étudiés et pourtant qui révèlent peut-être toute la richesse du droit, ils peuvent avoir des colorations différentes. On a des titres courts, des titres bavards. Parfois, on a des titres routiniers avec les lois de sécurité sociale, les lois de finances. Il y a aussi des titres dont nous ne nous souviendrons jamais parce que la loi a été trop vite abrogée ou que le domaine était bien trop pointu. Il y a aussi des titres qui sont voués à la gloire, aussi bien par leur objet que par le nom de celui qui l'a porté. Et puis, il y a des titres qui font rêver, les lois qui suppriment l'exclusion, les lois qui assurent l'égalité, les lois qui développent la liberté. Certains titres sont plus pessimistes ou en tout cas font preuve d'une certaine modestie du législateur. Et là, je pense à tous les titres au terme desquels la loi vise ou tend à faire quelque chose. Alors là, je vais vous citer 2 exemples qui sont très récents. Loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale. Visant à lutter, on sent bien que ce n'est quand même pas gagné. Ou encore, je laisse aussi cela à votre sagacité, la loi du 6 mars 2007 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats. Alors, que dire dans ce contexte des lois de modernisation et de simplification ? Si elles promettent des jours meilleurs, nul n'est dupe, et j'ai déjà vu quelques sourires dans la salle lorsqu'on a prononcé ces termes, et il suffit aussi de voir le titre « Mythe ou réalité ». Personne n'est dupe, certes, et pourtant, peut-être qu'une des raisons de cela, c'est que le législateur a peut-être abusé ces dernières années du titre de loi de simplification ou de modernisation, à tel point qu'elles encombrent le journal officiel, qui est certes dématérialisé, mais il peut quand même être encombré, et les revues juridiques. Il nous encombre aussi et participe sûrement d'un mouvement assez anxiogène de pression du droit. Un auteur, Nicolas Molfessis, s'était même demandé si un jour les machines pourraient mesurer le taux de droit dans l'air que l'on respire. Alors, voilà pour les titres. Et la question que l'on peut se poser aussi, c'est de savoir si les titres formulent de vaines promesses. On aura beau jeu de souligner que les titres des lois n'engagent que ceux qui les font et que le législateur s'est engagé dans un verbiage auquel il ne faut plus croire. On pourrait aussi convoquer tous les travers de notre législateur contemporain, son discours non normatif et ses déclarations à l'eau de rose. Quoi qu'il en soit, les titres de loi, depuis 1920, la Cour de cassation nous dit qu'ils n'ont pas force de loi. Donc après tout, vu sous cet angle, les titres de loi pourraient bien dire n'importe quoi. Et pourtant, ces titres de loi peuvent être au centre d'enjeux importants. À l'époque, en 1920, les titres n'étaient pas votés, mais ils le sont désormais. Ils font l'objet d'amendements, de contre-propositions. Et je pourrais vous citer, par exemple, le titre de la loi relative au pacte civil de solidarité qui a été beaucoup discuté. On a même proposé à un moment,
de l'intitulé, bien sûr, ça n'a pas été retenu, proposition de loi relatif au contrat de sous-mariage. S'agissant de la loi SRU, certains praticiens, je pense, se cassent les dents dessus. La loi SRU, l'acronyme désigne la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Les parlementaires, à un moment des débats, avaient proposé de la renommer en projet de loi de recentralisation, de complexification de nos procédures d'urbanisme et de déstabilisation systématique de nos collectivités locales. Donc, tout ça pour vous dire que le titre n'est pas si neutre qu'on pourrait le laisser croire. Alors, jouant sur la forme et sur le fond, les titres des lois sont donc revêtus d'une ambivalence profonde. Et les lois de modernisation et de simplification n'échappent pas à ce constat. La modernisation et la simplification résonnent comme des formules qui devraient pourtant être soumises à une discipline propre. Alors, d'abord, des formules. Il est facile, je vous l'ai dit il y a quelques instants, de critiquer le législateur. Et si on peut assurément reprocher au législateur de faire des titres de modernisation et de simplification des slogans politiques, je crois qu'il ne faut pas résoudre ces titres à un slogan politique. Il y a aussi, dans ces formules, un petit peu stéréotypées, il me semble, de l'incantation, une formule magique qui se développe. Et c'est sur ces deux points que je voudrais insister. Les formules qui sont donc formules de simplification et de modernisation résonnent comme des formules politiques, mais aussi comme des formules incantatoires. Des formules politiques d'abord. Admettons-le immédiatement, la modernisation et la simplification du droit n'ont pas d'étiquette politique. On les trouve dans toutes les majorités et un petit sondage sur Légifrance pourra être éloquent. Le terme simplification dans le moteur de recherche Légifrance apparaît dans 604 mots trouvés dans les titres des textes normatifs. Pour les lois 27, pour les ordonnances 56, pour les décrets 178, pour les arrêtés 257, pour les rapports 33, pour les circulaires 31. Bon, simplification, c'est modeste, 604 apparitions. Pour la modernisation, ça devient un petit peu plus lourd, le titre a plus de succès, 1422 apparitions. Pour les lois 43, pour les ordonnances 12, et finalement c'est dans la masse infralégislative que se loge ce titre de modernisation. Et parfois, comme aujourd'hui, il y a de quoi être comblé, le législateur promet simplification et modernisation, 8 entrées seulement dans Légifrance. Alors, l'on songe ici naturellement à l'ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. Est-ce qu'il y a un effet de mode ? Les lois de simplification et de modernisation existent depuis longtemps. Alors, je me suis toujours servi de Légifrance. 1948, on a une loi qui de simplification de la procédure de vote. Donc, ça existait déjà il y a quelque temps. Autre exemple, cette fois-ci un peu moins ancien, loi de 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale. Donc, les racines du mouvement sont sans doute anciennes, mais le mouvement s'est accéléré. Et effectivement, si on resserre les dates, depuis 2004, 17 lois de simplification et 51 ordonnances de simplification. Naturellement, je compte les rectificatifs, sinon ce n'est pas drôle, puisque en général, ces lois de simplification comportent elles-mêmes des rectificatifs. Et côté modernisation, en 20 ans, depuis 1996, 33 lois, 12 ordonnances. Ça laisse songeur. Ça laisse songeur surtout lorsqu'on lit le guide de légistique. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce guide de légistique, mais pour mémoire, le guide de légistique est élaboré conjointement par le secrétaire général du gouvernement et le vice-président du Conseil d'État. Ce guide de légistique qu'on trouve sur Légifrance, il est disponible en ligne depuis 2005 et il est réactualisé, est conçu comme un ouvrage de référence. Il poursuit l'objectif de ne faire que des lois nécessaires, bien conçues, clairement écrites et juridiquement solides. Or, qui apprend-on à propos des titres ? Voilà ce que nous dit le guide de légistique. Les textes législatifs et réglementaires comportent toujours un intitulé qui doit indiquer de manière aussi claire, précise et concise que possible l'objet essentiel du texte. Bon, soit,
mais c'est la suite qui m'intéresse. Il convient d'éviter les mots et expressions qui reflètent un point de vue subjectif sur le texte, notamment ceux qui traduisent des jugements de valeur ou expriment une ambition telle que modernisation, amélioration, promotion, etc. Alors, naturellement, il y a de quoi être embarrassé lorsque l'on sait que ce guide de légistique est censé donner une bonne méthode, qu'elle n'est pas appliquée. Donc, les contradictions du discours sont gênantes. Et sans doute, derrière la démarche du guide de légistique, il y a une volonté de ne pas faire perdre de sa crédibilité à la loi. Et on entend encore les mots de Pierre Mazeaud qui disait « Quand la loi bavarde, les citoyens ne lui prêtent qu'une oreille distraite ». Les titres affichés de simplification et de modernisation paraissent, sous cet aspect, un signe désespéré d'une loi en déclin constant. Alors ça, c'est un premier versant de l'analyse, un versant assez pessimiste, une vision politique qu'on peut critiquer. Et puis le titre, la formule qu'on trouve, la formule de modernisation et de simplification, elle répond pourtant, et c'est un petit peu contradictoire, ou en tout cas c'est un mouvement différent. Il me semble qu'elle résonne aussi comme une formule incantatoire. On a l'impression, avec ces titres de loi, que le législateur ne se contente pas d'un slogan politique, mais qu'il croit d'une certaine manière à sa parole magique. Alors je voudrais faire un retour en arrière avec Jean Carbonnier et son essai sur les lois, lorsqu'il décrivait les tendances actuelles de l'art législatif en France. Il disait « Il est des mots de la loi qui font mal. Le législateur a appris à inclure dans les moyens, dans ses moyens, les vertus de l'euphémisme. » On a ainsi beaucoup parlé d'euphémisme du législateur ou encore du nominalisme législatif. Et c'était une façon d'insister sur le pouvoir des mots. Alors, en droit de la famille, cet euphémisme a été beaucoup traité puisque on a préféré au droit des incapacités le droit des personnes protégées. On a encore préféré éviter d'employer le terme d'enfant adultérin. Il y a bien d'autres exemples et qui dépassent le droit de la famille. Je pense aussi aux faillites qui sont devenues des mesures de sauvegarde des entreprises. Bon. Donc, c'est une forme de pouvoir magique. Alors, dans les exemples que j'ai cités, le législateur usait d'euphémisme. Ici, il ferait le contraire. Ce ne serait pas de l'euphémisme, mais bien une forme d'emphase. Alors, pourquoi justement parler d'incantation ? Eh bien, parce qu'on a l'impression que le législateur, ici, s'attaquerait sérieusement aux mots du droit, en espérant justement résorber toutes les difficultés qui le traversent. Ces mots du droit, on les connaît de longue date, et on peut citer des auteurs très classiques, mais non pas pour les citer, mais simplement pour montrer que le mouvement est bien connu, la critique est bien connue. On a aussi bien Ripert que Savatier qui ont dénoncé de longue date le déclin du droit, l'indigestion législative, enfin tous ces concepts. Et puis, plus récemment, en tout cas, le phénomène de critique sur les mots du droit s'accentue, c'est indéniable, et même les pouvoirs publics s'y mettent. Alors, ils sont auteurs et dénonciateurs, ils cumulent les deux qualités. Et le Conseil constitutionnel, qu'Ingrid a cité tout à l'heure, a beau s'engager dans le contrôle de la qualité de la loi avec sa célèbre décision de 1999 en posant l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, il ne saurait, le Conseil constitutionnel, protéger à lui seul de tous les maux qui nous guettent, au risque, un auteur l'a souligné dans un rapport, de provoquer une crise de la législation en réponse à une crise de la loi. Dans ce mouvement, il paraît difficile de critiquer le législateur qui annonce au travers des textes la modernisation et la simplification du droit. Non, la difficulté, c'est qu'il faut mettre de la discipline. La modernisation et la simplification du droit sont en réalité beaucoup plus que des formules, elles sont une discipline. Cette discipline suppose deux étapes. Déjà, penser ce qu'est la modernisation et la simplification, et puis ensuite la mettre en mouvement. Sur le premier point, penser la modernisation et la simplification, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Moderniser et simplifier, dans le langage courant, les mots ont un sens et on pourrait leur trouver une définition. Dans le langage juridique, ou plutôt politique, c'est autre chose. Qu'on en juge, Ingrid en a parlé tout à l'heure, l'ordonnance de 2005, le premier grand texte qui va vous occuper pendant les heures qui suivent, le premier grand texte, c'est l'ordonnance
portant simplification et modernisation du droit de la famille. Le second grand texte, c'est la loi du 18 novembre 2016, la loi J21, qui, elle, se contente de moderniser la justice. Et pourtant, cette loi de modernisation de la justice ratifie, dans son chapitre 7 à l'article 111, l'ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille. Les mots ont donc un sens. Je pose la question. La modernisation absorberait-elle la simplification ? Rien n'est moins sûr. En tout cas, si on met bout à bout ces deux textes de loi, il y en a une qui n'emploie pas les bons termes. Je ne sais pas laquelle. Alors, justement, on peut essayer de se demander ce qu'est la modernisation et ensuite la simplification. La modernisation, deux difficultés au préalable à trouver une définition. Premièrement, que souhaite-t-on moderniser ? Le droit ou l'ordre social ? Alors, je prendrai un seul exemple. La loi sur le mariage pour les personnes de même sexe. Question, souhaitait-elle moderniser le droit ou l'institution du mariage en prenant acte d'une évolution sociale ou au contraire, souhaitait-elle moderniser la société en donnant un statut juridique au mariage pour les personnes de même sexe ? Il y aurait maints exemples, j'en ai annoncé qu'un, donc je m'en tiens à ce que je vous ai annoncé, mais simplement, ce qu'il faut bien comprendre avec la modernisation, c'est qu'elle est toujours une médaille à deux facettes. Et cela n'est guère étonnant, puisque le droit, on le sait, cela a été mis en évidence depuis longtemps par les sociologues du droit notamment, le droit poursuit toujours un objectif d'adaptation aux mœurs, tout en ayant le projet d'agir sur elles. Donc moderniser le droit, moderniser une institution, et tout le temps en interaction avec l'ordre social. Donc ça, c'est la première difficulté. Que souhaite-t-on moderniser ? Et c'est une difficulté de taille. Deuxième difficulté, qui est plus grande encore, c'est qu'est-ce que la modernité ? Bon, alors il y a beaucoup de personnalités qui ne sont pas juristes dans la salle et qui vont nous éclairer. Il aurait fallu aussi peut-être, Ingrid, des historiens et des philosophes qui nous auraient sans doute livré des enseignements précieux. Qu'est-ce que la modernité ? Quand on réfléchit sur la loi J21, qu'est-ce qui fonde la modernisation ? La modernisation de la justice, c'est recentrer le juge sur ses missions. Soit, idée de modernisation, je peux y adhérer, je n'ai pas de problème. La modernisation de la justice, c'est laisser plus de place au consensus, à l'accord des parties, au mode alternatif. Soit, là aussi, je peux adhérer à cela. Mais la modernisation, c'est aussi moins de juges, plus d'économie. Est-ce que c'est ça, la modernité ? Je vous laisse juge de la question. Donc on voit que la question de la modernité ou de la modernisation est traversée par des mouvements contraires et qu'on serait bien en peine de savoir quelles sont les bonnes réponses. Quoi qu'il en soit, si on reste au-delà de ces deux obstacles, je ne vais pas me soustraire à la tâche, je vais essayer de trouver ce que peut être la modernisation. En ayant une conception simple de la modernité, peut-être qu'on pourrait être rassemblés autour d'un certain nombre de constats. Sur la forme, on peut dire que la modernisation, c'est une question de langage. On peut dire aussi sur la forme que la modernisation, c'est une question de rénovation des usages. Quelques exemples sur le langage. La loi de 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. L'anticrèse a été remplacée par le gage immobilier, la tradition réelle par la remise de la chose, le réméré par la faculté de rachat, l'hérédité par la succession dans une des dispositions. Autre exemple, et là je sais que peut-être que certains seront moins d'accord, la loi sur l'égalité réelle, on remplace le bon père de famille par la personne raisonnable ou raisonnablement. Autre exemple encore, avec l'ordonnance de 2016 sur la réforme du droit des contrats, qui a transformé la cause et l'objet du contrat en contenu du contrat. Y a-t-il modernisation ? Peut-être. Il y a un changement de langage, un droit qui se fait peut-être plus lisible. La modernisation peut aussi viser les usages. Et là, je songe à toute une série de procédés que les praticiens qui sont dans la salle manient régulièrement, le contrat électronique, l'acte notarié électronique, ou encore toutes les démarches qui demandent une certaine dématérialisation. Donc ça, je pense qu'on peut parler de modernisation sur la forme. Il y a aussi de la modernisation des procédures, et là, je pense que nous allons en parler.
dans les prochaines heures. Mais c'est sûr que la faveur pour la résolution amiable en est un élément. On peut aussi parler de toutes les procédures électroniques qui sont censées rapprocher le justiciable de la justice, ou en tout cas simplifier. Vous voyez que derrière la modernisation, il peut y avoir un objectif de simplification. Sur la procédure, on peut encore penser à l'action de groupe, qui relève sans doute d'une idée de modernité, mais là encore, je suis sûre que je pourrais trouver des objections dans la salle. Sur le fond du droit, la modernisation, de quoi s'agit-il ? Un droit moderne, et là, on a dit qu'on ne ferait pas de politique, mais peut-être qu'il y a quand même dans le propos beaucoup de politique, c'est quand même dur de faire du droit sans politique. La modernisation, c'est donner plus de garanties en prenant en compte les situations individuelles. La modernisation, c'est aussi prendre en compte toute la profondeur de l'ordre social. Là, je pense au PACS qui a élargi l'éventail des modes d'union. Je pense à la classification des personnes et des biens, à laquelle on a ajouté les animaux, mais pour autant pour les raccrocher au régime des biens. Là, peut-être modernisation, mais la simplification, il faudrait en reparler. On peut encore parler de la prise en compte. Ingrid, tu l'as évoqué dans ton propos introductif, de la prise en compte de l'existence des familles monoparentales. Et puis, moderniser sur le fond, c'est aussi bien souvent être européen et international. Pour la réforme du droit des contrats, ça a été un argument important de dire que le droit français, en donnant une petite coloration parfois plus économique, était plus conforme aux normes européennes et qu'il y avait là une modernité nécessaire. Donc vous voyez, la modernisation, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être de la protection, ça peut être du pragmatisme, ça peut être aussi du vocabulaire, ça peut être tout un tas de choses. La simplification maintenant. La simplification, voilà une autre difficulté. Alors je pense qu'il n'est quand même pas sérieux de penser que l'adéquation du droit aux mutations sociales pourrait se faire sur un mode simple. On vit dans l'ère de la complexité, de la société technicienne. Beaucoup de sociologues ont réfléchi sur cette question. Le droit est étroitement lié à la société et dans ce mouvement, on ne voit pas comment le droit pourrait être simple. Et lorsque je lis le programme, je me dis qu'il y a quand même un grand débat qui va se poser sur la simplicité. 15h25, complexité de la détermination du régime de certains actes souscrits par le mineur. Demain, un divorce plus simple avec un grand point d'interrogation. Ensuite, quelle problématique pour le divorce sans juge. Encore demain, 10h40, les difficultés posées par l'article 267. Demain encore, stratégie dans l'usage de l'article 267. S'il y a des stratégies, c'est que probablement ce n'est pas simple. Et l'après-midi, demain, à nouveau des points d'interrogation. L'habilitation est-elle une mesure de protection simple, etc., etc. Donc la simplification, ce n'est pas la simplicité, assurément. Et aussi, il ne faut pas s'insurger sur le fait que toute nouvelle loi pose des difficultés d'application. C'est parfaitement normal. Le changement crée une forme d'insécurité, une insécurité qu'il faut cadrer. Donc, la simplification, c'est un mouvement qui me semble beaucoup plus profond. Et simplifier le droit, ce n'est pas moins de droits, ou peut-être si sur certains domaines, mais c'est surtout moins de droits inutiles. C'est retirer le superflu. Alors du coup, c'est le toilettage. C'est l'ordonnancement mieux raisonné d'une matière, c'est une meilleure articulation des sources du droit. Alors, comment faire ? Comment faire ? Et donc, c'est ce dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est comment réaliser la modernisation et la simplification. Bien sûr, je n'ai pas de réponse, et vous allez voir que l'environnement politique laisse encore place à des doutes. Alors, comment réaliser la modernisation et la simplification ? Peut-être un premier niveau de réponse qui est finalement un niveau de réponse qui paraît accessible. Le premier niveau de réponse, c'est de mieux gérer l'environnement normatif. Alors, à son époque, Portalis le disait, il faut articuler les sources du droit. Il nous disait, tout simplifier, c'est une opération sur laquelle on a besoin de s'entendre. Tout prévoir, c'est un but impossible à atteindre. Il parlait des 1000 questions inattendues qui se levaient dès qu'un texte était adopté. Et donc, avec la collaboration des sources, il ne faut pas avoir peur. Le droit peut être simplifié, la loi peut être simplifiée, les autres sources peuvent venir collaborer. Bon, ça c'est une première chose, c'était Portalis. Autre chose,
le Conseil d'État. Le Conseil d'État, en 2013, a rendu un rapport sur le droit souple, dans lequel il proposait que le législateur, ou en tout cas les pouvoirs publics, réfléchissent davantage au niveau d'intervention normative. Donc, bien prendre garde au texte et à la norme adéquate. Donc, l'idée, c'était d'essayer d'oxygéner le droit dur et donc aussi d'oxygéner la loi. Donc ça, sur ce premier mouvement, l'environnement normatif, la collaboration des sources, la collaboration des acteurs, il y a sans doute des choses à faire et les propos qui vont se tenir ici le montreront très bien. Il y a un autre seuil de simplification qui, à mon avis, là, me paraît beaucoup plus difficile et qui montre à quel point nous avons du travail. Nous sommes désormais à l'ère 3.0 de la simplification du droit. Alors, si je me tourne du côté des entreprises, pour vous donner une illustration, c'est un sujet qui nous éloigne des préoccupations directes, mais quand même. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a une mission parlementaire de simplification de l'environnement réglementaire et fiscal des entreprises qui a rendu un rapport dans lequel il explique que finalement, il y a une décrédibilisation totale auprès des chefs d'entreprise de l'opération de simplification. Donc l'opération de simplification, personne n'y croit, en tout cas telle qu'elle a été faite depuis 2004. Et pire encore, les acteurs, les agents publics sont débordés. Et donc, aucune certitude de ce point de vue-là. Et donc, cette mission parlementaire a proposé, et c'est pour ça que je vous ai parlé du 3.0, de mieux simplifier. Donc, on n'en est plus à simplifier, on en est à mieux simplifier. Simplifier, c'était depuis 2004. Maintenant, depuis 2013, on est à mieux simplifier. Alors, comment on fait pour mieux simplifier? Dans le domaine des entreprises, c'est la simplification collaborative. J'ai bien peur que le mot, pour ceux qui n'ont pas lu les dispositions, sonne un petit peu creux. Et donc, il y a un grand chantier planifié de simplification avec tous les 3 ans des rapports. Bon, il faudra voir. De manière plus générale, je vous ai dit qu'on en était au 3.0 parce que le Conseil d'État, finalement, a déjà rendu 3 rapports importants. 91, c'était le rapport sur la sécurité juridique. 2006, c'est le rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit, dans lequel le Conseil d'État nous dit un tas de choses, mais parmi lesquelles il faut mieux réfléchir avant d'agir et donc développer les études d'impact. Bon, 3.0 parce qu'il y a une étude annuelle du Conseil d'État pour 2016, une nouvelle, qui s'appelle, c'est le rapport annuel à chaque fois, Simplification et qualité du droit. Alors, c'est amusant parce que sur le site du Conseil d'État, le Conseil d'État nous dit que c'est le 3e rapport sur le même sujet depuis 25 ans et il est volontairement plus court. On n'a plus que 100 pages. Mais bon, le rapport commence comme tous les rapports, des constats objectifs qui soulignent qu'il est difficile de simplifier, qu'il faut donc changer la culture normative. Et pour y parvenir, le Conseil d'État nous annonce plusieurs objectifs. Premier objectif, responsabiliser les décideurs publics. Bon. Deuxième objectif, maîtriser l'emballement de la production normative. Troisième objectif, faciliter l'application concrète de la norme. Alors, il faudra voir si ce droit de la simplification, cet univers du droit de la simplification 3.0 aura plus de vertus que les précédents. Je crois qu'on a des raisons d'être optimistes. En tout cas, nous ne sommes pas seuls. Le rapport du Conseil d'État souligne bien que les autres pays qui nous entourent ont bien du mal, eux aussi, avec leurs droits. Je vous remercie et j'écouterai avec attention toutes vos réponses sur cette question modernisation et simplification du droit.